Monsieur Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant 3 ans. La situation qui se passe en République démocratique du Congo, dans notre pays aujourd'hui, quelle est votre lecture? Bon, écoutez, euh, il est absolument nécessaire de se rappeler que depuis 1994, par suite du génocide rwandais, notre pays est plongé dans une situation d'insécurité provoquée par le fait que il a accueilli les génocidaires rwandais qui, au moment où Aberimana est tué, ont déclenché cet acte criminel et ont fui vers la RDC. Il y a une partie qui a fui vers la Tanzanie, mais la Tanzanie a réussi à le refouler. Chez nous, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la communauté internationale, de manière générale, nous a opposé les dispositions relatives à l'accueil de réfugiés, le droit international pour dire non, on ne fait pas de non-refoulement, il faut le rapatriement volontaire. Bref, nous avons accueilli ces génocidaires. Et vous savez ce qui s'est passé. Pour faire court, se sont établis, Kagame et son armée est venu les pourchasser. Bon, il y a eu des résidus, ils ne sont pas parvenus à tuer tout le monde. Mais, dans l'entretemps, le Rwanda et son président, lorsque il parraine l'expédition AFDL, a considéré que maintenant, il a droit à la rémunération de la part de ceux qu'il a portés au pouvoir. Rémunération signifie avoir mes bases sous de richesse, mes bases pour le pouvoir, contrôler tout. J'essaie d'être très court, très court. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite lorsque Laurent Désiré Kabila a demandé que le Rwanda dégage, c'est l'armée rwandaise rentre chez elle et que nous prenions en main notre destin, la gestion de notre pays, la réorganisation de l'armée. Et ça s'est terminé de manière très tragique. D'accord. Alors, M. Lutundula, aujourd'hui, le dernier réunion du Conseil de sécurité, on a suivi l'Union européenne. Pratiquement, il y a une phrase qui revient pratiquement dans la communauté internationale, c'est le processus de Nairobi. On dit... J'en viens. Oui, allez-y. Je vais vous expliquer. Et par la suite, même quand Joseph Kabila est là, le Rwanda a toujours voulu nous avoir sous sa coupe. Il y a eu CNDP et ainsi de suite. Bon, le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il fait tout pour solder tout ce compte négatif et entretenir une relation amicale, j'allais dire même fraternelle, avec des pays voisins, dont le Rwanda. Mais c'était sans compter avec l'hégémonisme du président Kagame, avec cette ambition de dominer, de nous exploiter, et ainsi de suite. Et arrive, disons, la résurgence des groupes armés, ceux qui étaient là du côté de l'Ituri ont continué, et l'M23 a commencé à reprendre ses activités. Et compte tenu de la généralisation de l'insécurité à l'Est, sécurité qui pose problème à l'ensemble des pays des Grands Lacs, la communauté des États d'Afrique de l'Est à laquelle nous venons d'adhérer a pris l'initiative de réunir au départ certains chefs d'État. C'était sous la présidence du président Kenya, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, au mois d'avril 2022. C'est tenu à Nairobi, ce mini-sommet qui a réuni le président de Rwanda, Kagame, le président de la RDC, notre chef d'État, le président Uhuru lui-même, le président Museveni, je crois. Et à la première réunion, il manquait le président Ndayishimiye et le président Salva Kiir. La présidente de la Tanzanie n'est pas venue. Ils ont traité de la question de l'insécurité
dans la région des Grands Lacs, en particulier de la divagation de groupes armés en RDC qui sèment la terreur, la désolation et qui exploitent les ressources de la RDC. Quelle est la décision qui a été prise? C'est ça la naissance du processus de Nairobi. Il existe un communiqué, j'y étais là, la délégation de notre pays était là avec le président, et les chefs d'État, à la deuxième réunion, Ndayishimiye était déjà là, ont convenu, que tous les pays qui ont des groupes armés nationaux en RDC, ça sous-entend aussi le Rwanda et l'Ouganda qui a les AFDF, et ainsi de suite, prennent langue avec ce mouvement, ces groupes armés, pour leur faire une offre de paix. Ça, c'est de un. Et deux, si d'aventure un groupe armé refuse cette offre de paix et de réconciliation, il sera automatiquement considéré comme force négative à éradiquer même par la force. Ils ont signé ce communiqué et ils ont décidé que le processus consistant à approcher les groupes nationaux armés qui sont en RDC pour leur faire l'offre de paix va être dirigé, présidé, modéré par le président Uhuru. La deuxième étape militaire, s'il faut maintenant éradiquer par la force, c'est le président Tshisekedi qui va assurer la direction de cette étape-là. Et c'est comme ça que notre chef de l'État, à cet accord, honorant sa parole, a initié des consultations et il y a des documents qui explicitent bien ce terme consultation avec le groupe armé congolais. En résumé, il y a eu des rencontres Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3 sous la modération du président Uhuru. Et en ce moment-là, le M23 était représenté dans les consultations à Nairobi. C'est pendant que ce processus fait ses premiers pas que le président Kagame, estimant qu'il y a beaucoup de chances que le président Tshisekedi réussisse dans ce processus de réconciliation nationale élargi aux groupes armés, on verra, je crois, à la deuxième réunion ou à la troisième réunion de consultation, l'M23 ne vient pas. Il y a une petite partie, il y a quelques individus qui étaient là. Et puis après, il déclenche la guerre de manière active du côté de Rutshuru, de ce côté-là. C'est comme ça que ça a été déclenché. Parce que le président Kagame estimait que si ça réussit, on lui enlève le beefsteak. On lui enlève l'instrument de sa politique de domination des hégémonistes, de sa politique de reconquête, je dis reconquête parce que il y a l'AFDL et puis il y a M23 de 2012 et 2013. Mais en dépit de cela, le président Uhuru a continué et il y a eu même une mission qui s'est rendue à l'Est. Alors, lorsque le président Uhuru arrive à la fin de son mandat, le sommet des chefs d'État de l'EAC s'est réuni à Arusha, avalise le processus et demande au président Uhuru de continuer sa mission de médiation, nonobstant le fait qu'il n'est plus chef de l'État, mais même maintenant, il devait le faire avec un mandat officiel de l'EAC. Voilà le processus de Nairobi. Ça s'est réuni 4 fois. Comme les M23 ne venaient pas, bloqués, Kagame n'en voulait pas, est entré dans la guerre. Les autres groupes qui avaient déjà conclu, d'ailleurs, vous avez vu que le chef de l'État, le président Tshisekedi a continué, il y a même des gens qui ont signé, qui ont rendu les armes, et ainsi de suite. Donc voilà le processus de Nairobi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, M. Lutundula, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous êtes un habitué de couloir des Nations Unies et autres sommets régionaux.
Aujourd'hui, pourquoi la communauté internationale n'impose pas la paix en République démocratique du Congo comme ça s'est fait ailleurs? Bon, si vous permettez une petite parenthèse, gardez votre question à la gorge. Il est nécessaire de parler aussi du processus de Luanda pour qu'on comprenne ce qui se passe. Exactement. Dans la même période, on se retrouve à Malabo, à la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union à Edinburgh. À ce moment-là, le président m'instruit, je trêve l'abcès, j'ai dit, c'est le Rwanda qui fait cela. Et on s'est réunis, en résumé, à la fin de la session extraordinaire, il y a eu un débat, il y en a qui ont dit non, c'est une session extraordinaire, on ne peut pas traiter de la question, il faut une réunion en bonne et due forme. Là, nous sommes à Malabo. Moi, j'ai insisté. À Malabo. Oui. C'était le 28 mai 2022. Et en ce moment-là, c'est le président Lorenzo qui présidait la session. Le titulaire, je crois, le président Macky Sall n'était pas là, le président en exercice. Mais le président de la Guinée équatoriale, le vieux Obiang Nguema, oui, il dit, mais non, il ne faut pas sortir ici sous prétexte qu'il y a une session extraordinaire. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC nous transmet des messages de notre collègue. Il nous dit qu'il y a un problème, les gens sont en train de mourir. Comment nous pouvons terminer la session et de considérer qu'il faut une session ordinaire ou autre chose? Alors, il a été relayé par le président Ndayishimiye. Finalement, on a accepté d'un mot, en vertu du principe de la subsidiarité, qui veut que lorsqu'il y a un conflit qui éclate dans un pays africain, c'est d'abord la communauté régionale qui traite le dossier et qui essaye de trouver une solution. Quand ça dépasse, alors la communauté vient avec le dossier au niveau global de l'Union africaine. Et on a chargé le président Lorenzo, alors président en exercice de la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les mandats étaient, c'est écrit, je sais parce que j'ai participé à la rédaction, de maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda pour vider les différends qui les opposent. Voilà la naissance du processus de Luanda. On s'y est engouffré et maintenant, c'est pour ça que j'explique, le président Kagame, il sort, on dit non. Maintenant, les masques sont tombés, évidemment. Moi, oui, il y a un plan de démantèlement de FDLR, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, il faut que la RDC accepte de dialoguer directement avec le M23. Deux objections. La première, elle est juridique. Le processus de Luanda est un processus entre deux États, bilatéral. Le processus de Nairobi, je vous ai expliqué, c'est interne. Aider à ce que chaque État traite avec son groupe armé. Et le mandat du président Lorenzo est précis. Comment le président Kagame peut-il sortir ex nihilo pour dire non, maintenant, l'affaire interne à la RDC devient mon problème et ça devient une conditionnalité. C'était censé. Et il ne peut pas crier urbi et orbi. C'est un problème congolo-congolais et prendre ce dossier, en faire une condition de règlement d'un conflit entre deux États. C'est complètement insensé. Donc, c'était nécessaire que les gens comprennent les bien fondés de la décision de notre gouvernement. Il faut respecter le processus, les deux processus tels que consacrés par des actes juridiques. Et voilà. Alors maintenant, pour votre question. Alors, mais je réponds maintenant à ma question. On a compris le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a suivi la réunion du Conseil de sécurité de dimanche, on a suivi celle de mardi, mais qu'est-ce qui fait que la communauté internationale n'impose pas la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que le Rwanda est aussi fort plus que la communauté internationale? J'en viens. Je vais juste un petit mot. Donc, je voulais dire que le processus de Nairobi est là, la table est là, le siège de M23 est là, le président de Uhuru est en train de relancer le processus de Nairobi. Ils n'ont qu'à se retrouver comme tout le monde là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il faut comprendre
comment fonctionnent les relations internationales. Les relations entre États, ce sont des monstres froids qui n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. Des intérêts stratégiques qui peuvent être des intérêts militaires, des intérêts économiques, des intérêts financiers. Aujourd'hui, vous avez même dans le domaine de la haute technologie. Et quand on est aux Nations Unies, même à l'Union africaine, là c'est encore pire. Il ne faut pas être naïf, et le président l'a toujours dit, quand il dit sans naïveté ni faiblesse. Chaque État a ses intérêts. Et vous savez que chez nous, les Africains, nous avons des tuteurs internationaux. Ils peuvent être des organisations internationales ou et surtout des États. Lorsqu'un problème est posé, même quand on a eu le problème de l'embargo, on a bataillé dur, il fallait des contacts en bilatéral et ainsi de suite. Et donc, il y a les jeux des intérêts, des grandes puissances, des intérêts de chaque État qui bloquent une position commune. Aux Nations Unies encore, si vous comparez avec l'Union africaine, c'est complètement décevant, et j'allais dire révoltant. Les Africains crient pas tout le temps notre souveraineté, notre indépendance, on nous domine, et tout le discours des murs de lamentation que nous construisons à longueur de journée. Mais la souveraineté, c'est d'abord la capacité de prendre son destin en main, la capacité de promouvoir le bien-être de ses populations. On ne peut pas avoir l'Union africaine qui n'intervient dans aucun conflit. Je ne sais pas si vous connaissez un conflit de ces gens-là que l'Union africaine a su dénouer. J'ai parlé tout à l'heure à RFI, l'affaire de la conférence nationale souveraine, j'ai même parlé. L'ancien secrétaire général de l'Union africaine, Salim Ahmed Salim, il était tanzanien, est venu. À l'époque, moi j'étais dans le bureau de la conférence nationale de la CRPD. On lui a parlé, il a dit oui, je vais revenir, mais il n'est plus jamais revenu. Tout le temps, le président Mobutu, l'AFDEL ici, quand l'AFDEL est entré, quand il y a eu des rébellions là, à RCD et consorts, l'Union africaine n'a rien fait. Elle était pratiquement absente à Sun City. Donc, c'est le jeu des intérêts. Et pour la plupart des États, africains en particulier, on ne veut pas indisposer ceux qui soutiennent Kagame, les multinationales, et les États et le gouvernement, ceux qui le soutiennent pour piller la RDC, comme il est fait avec le coltan, l'or, cassiterite et tout ce que nous avons comme ardoise de matières précieuses stratégiques, eh bien, un État africain s'est dit non. Si je prends cette attitude, je ne vais pas citer parce que je suis quand même un ancien ministre des Affaires étrangères, je préside la commission de relations extérieures à l'Assemblée au Sénat. Si on fait ça, tel autre État va se fâcher. Et voilà, d'un autre côté, on va me prendre, soit à la Banque mondiale, soit au FMI, soit. C'est ça le vrai problème. Donc les Africains n'assument pas leur souveraineté. Il y a tout cela. Bon, vous avez les décideurs, les P5, les 5 pays membres du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, ils ont leurs intérêts aussi. C'est difficile de dégager un consensus et il n'est secret pour personne. M. Kagame est porté comme un bébé par la Grande-Bretagne. Ça, on le sait. Et vous voyez, et il a été porté au pouvoir, soutenu par les démocrates. Même si, bon, il faut apprécier que en 2013, Obama a tapé sur le doigt de Kagame. Et dernièrement ici, bon, le Biden et son secrétaire d'État, Blinken, ont quand même soutenu la cause. Bon, Trump a lancé un message à travers son secrétaire d'État. Et donc, nous, on ne peut pas être naïfs. C'est nous-mêmes qui devons prendre notre destin à main. Le Congo, c'est une belle femme que tout le monde se dispute. Mobutu a dit, le général Mobutu, ce n'est pas facile d'être le Zaïre. Nous sommes en train de vivre ça. Et donc, nous ne trompons pas. Je voudrais quand même vous arrêter. Je voudrais quand même vous arrêter là quand vous dites que le Congo c'est une belle femme, que tout le monde envie. Mais la question aujourd'hui, Monsieur Lutundu, là vous avez été ministre des Affaires étrangères, la Grande-Bretagne porte le Rwanda comme vous l'avez dit, mais le Congo est avec qui? Nous n'avons pas de lobbying, Monsieur Lutundu là.
nous faisons de lobbying. Sinon, l'affaire se serait réglée depuis longtemps. Hein. Même si aujourd'hui, nous avons la panne qui est à Goma, mais imaginez qu'il n'y ait rien qui a été fait. Alors, ce serait pire que ça. Les gens ne tiennent pas compte de ça. Mais la question aujourd'hui, le Congolais se pose maintenant la question. Mais le Congo est avec qui nous soutient, en fait? J'avance. Mais vous êtes journaliste, vous suivez. Je crois que le président Tshisekedi a réussi une performance. C'est de faire comprendre aux décideurs, notamment les États-Unis, notamment la France, même la Grande-Bretagne, ça se comprend un peu. Et il est arrivé à leur faire comprendre que ce que Kagame dit est faux. Le problème, ce sont les richesses de la RDC. C'est très clair. Le président Tshisekedi est parvenu, dans sa politique extérieure, que le gouvernement applique, à faire prendre conscience de ce qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Avec les règles qui nous sont fixées, notamment la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. Et pour la première fois, ces pays-là citent nommément le Rwanda comme responsable de la situation de la RDC. Il y en a qui ont commencé à prononcer des sanctions. La France l'a fait, les États-Unis, de manière peut-être pas satisfaisante, mais ça a été fait. Aujourd'hui, mais il les cite, oui, mais dans les dire et les faire, c'est des choses différentes. Il les cite, mais pour faire, ça ne vient pas. L'aide au développement de la France continue pour le Rwanda, la Grande-Bretagne. Ah, mais je crois que vous suivez bien. Vous n'avez pas suivi hier ou avant-hier que l'Allemagne fédérale a décidé de suspendre toutes les négociations avec le Rwanda en matière de coopération. C'est décidé. La France, oui, il y a des problèmes parce que, je dis encore une fois, je suis diplomate, je viens des affaires étrangères, il y a des intérêts qui sont en jeu. En Afrique notamment, regardez un peu du côté de Capo del Canto, oui, c'est quoi, au Mozambique. Mais ça avance, il ne faut quand même pas oublier que la France est la plume des Nations Unies, du Conseil de sécurité concernant la RDC. Je vous en parle en parfaite connaissance de cause parce que même quand j'étais député, nous avons eu à recevoir des gens du Cœur d'Orsay. Moi, j'ai eu à travailler avec eux sur les résolutions sur la RDC, des résolutions qui sont, c'est la France qui les rédige, mais pas seulement ça. C'est avec la France qu'on négocie pour convaincre les autres membres du Conseil de sécurité afin de les adopter. Donc, de ce côté-là, c'est avance aussi. Mais, nous avons tous appris l'histoire universelle. On va terminer par là. L'Occident qui a la décision aujourd'hui, la Chine, la Russie, qui ont la décision aujourd'hui, ce sont des pays qui ont vécu, qui ont gagné à la sueur de leur front, à la sueur du front de leurs dirigeants et de leurs citoyens. Les premiers libérateurs de la RDC, c'est nous-mêmes. Aucun pays ne peut apporter le bonheur de l'autre. Aucun peuple, aucun gouvernement ne peut travailler pour le bonheur de l'autre. Sauf s'il y a la contrepartie à obtenir. Elle peut être financière, elle peut être un soutien dans les arropages internationaux. C'est ce qui nous manque en RDC. Tenez bien, aujourd'hui, la leçon à tirer, il y en a deux. La première, c'est que l'armée doit être la priorité des priorités. Nos richesses ne peuvent nous aider que si elles sont protégées. Nous ne pouvons nous développer que si nous avons la sécurité. Donc, plus que jamais, priorité de priorité. La deuxième leçon, c'est le vrai patriotisme autour de la cause de la nation, qui n'est pas à confondre avec les individus. Autour des institutions, il n'y a pas un pays qui a gagné une guerre qui s'est développé sans des institutions. Autour des institutions, on peut ne pas aimer ceux qui animent les institutions, mais il faut que les institutions soient fortes. Ça m'étonne de voir que tout le monde crie. Il y a des plans qui sont élaborés à gauche, à droite. Mais on sait qu'il y a des institutions, il y a le président. Prenons le président au mot. Allons vers le président. Lui-même, il a déjà dit qu'il est ouvert. La troisième leçon, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, c'est que nous ne pouvons susciter l'intérêt des autres que si nous sommes porteurs d'un espoir pour eux, d'un gain. Et là, ça nous ramène dans des questions de gestion interne. Monsieur Lutundoula, merci. Je rappelle que vous avez été pendant 3 ans ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. On espère que lorsque vous reviendrez au pays, on aura une émission plus élaborée où vous nous expliquerez les intérêts de toute la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Lutundoula. Oui, merci. Me permettez peut-être un petit mot. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Goma, c'est pas la première fois que Kagame et M23 sont à Goma. 2012, 2013, ils étaient à Goma. Ce n'est pas terminé. Comme disait votre ministre, Patrick Mouyaya, ce n'est qu'une bataille. C'est pas la guerre. Et je ne vois pas comment nous allons le perdre. Reprenons-nous, allons de l'avant, autour du président, autour de l'armée, mobilisation, nationalisme, négocions bien nos ressources naturelles, nos richesses naturelles. C'est ça la force que nous avons avec le patriotisme. Nous allons gagner. Arrêtez de perturbations, arrêtez un peu de créer des événements qui ne font que compliquer la situation. C'est regrettable, je le dis, ça n'engage que moi. Ce qui s'est passé hier à Kinshasa, quelle est la valeur ajoutée? Il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous avons des objectifs précis. Il faut y aller. Il faut y aller. Merci beaucoup. Merci, M. Lutundoula.